Bonjour, nous allons vous proposer d'échanger sur le mécénat, mutualiser les moyens pour amplifier son action. Avec Olivier Juban, vous êtes directeur régional SNCF Voyageurs et TER Pays de la Loire. Oui. Bonjour Anthony Leroy, vous êtes délégué territorial Vendée de GRDF et référent de la Fondation GRDF. Et puis Julien Dereau, vous êtes chargé de développement pour Mécènes pour la musique et au pôle de coopération des musiques actuelles en Pays de la Loire. Je suis Marion Andro, agence B-Side, et je suis heureuse d'animer ces échanges aujourd'hui. Alors, la Fondation GRDF et la Fondation SNCF sont des acteurs majeurs sur ce territoire et se sont associés au travers de la Fondation du fonds de dotation Mécènes pour la musique afin de soutenir des projets mêlant action culturelle et inclusion, une volonté de jouer collectif pour soutenir dans la durée, avec une fréquence régulière, des projets au cœur des territoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelque part ces notions de territoire, de développement, d'inclusion sont centrales dans vos deux entreprises. Olivier Juban, comment ça se traduit quelque part dans vos stratégies de mécénat? Alors, moi, je dirais que c'est assez naturel en fait, parce que la SNCF elle est ancrée non seulement dans le paysage national, mais dans le paysage territorial. On est en région Pays de la Loire, on déplace tous les jours plus de 50 000 personnes sur les 5 départements de la région. Donc je dirais qu'on parle au territoire naturellement, sans problème. Je dirais qu'on est territoriaux par nature en fait. Le développement, il va avec la croissance de la demande en fait. Le développement, c'est répondre aux attentes des Ligériens sur plus de demandes, plus de trains dans les années qui viennent. Et je la fais court sur la transition écologique, mais on est forcément très attendu. Donc le développement aussi, il est dans notre ADN. Il est économique, ça va de soi. Il faut aussi être capable de répondre à cette notion-là. Puis il est aussi social, et on est assez fiers dans le territoire, par exemple, de participer. Pratiquement 15 ou 20% de nos achats, par exemple, sont faits au travers des achats solidaires et évidemment complètement sur le territoire. C'est une de nos vocations de d'abord faire travailler l'économie du territoire. Je crois que la SNCF en Pays de la Loire, en emploi induit chez nos fournisseurs, ça pèse plus de 5000 emplois à l'année. Donc c'est pas du tout trivial en fait. On a aussi une vocation, je pense, sur le territoire à développer les mobilités douces. Le train, c'est par définition quelque chose qui travaille sur cette idée de mobilité douce en association avec d'autres modes, comme notamment le vélo, mais même aujourd'hui la trottinette qui se développe beaucoup. Et on a une vocation aussi, j'avais fait adhérer d'ailleurs SNCF à dirigeants responsables de l'Ouest, à DRO, à contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et on a lancé un grand programme qui s'appelle Planétaire, sur le thème justement dans les 5 ans, on a une vocation à diminuer de 20% nos émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est concret, c'est tous les jours, et puis plus on mettra de gens dans les trains, plus d'ailleurs on participera à cet effort sur le territoire. Ça c'est un peu pour la partie transporteur de la SNCF, mais on a aussi l'infrastructure. On est les premiers à avoir décidé d'arrêter le glyphosate, par exemple, sur le désherbage autour des installations, autour de l'infrastructure. Et puis on fait beaucoup de réemploi de matériaux. On est sur une logique très clairement d'économie circulaire. Et alors, la stratégie de mécénat proprement parlée, elle s'inscrit comment dans cet ancrage territorial, dans cette présence Alors très, très clairement, je pense que c'est une façon de peut-être mieux faire connaître la SNCF au-delà de ce métier, j'allais dire, qui est assez évident. Et c'est une façon aussi d'aller à la rencontre, je dirais, de nos concitoyens, au-delà même de notre prestation de base, si j'ose dire. Et on est un acteur, je pense, au-delà du métier que nous faisons, on a un métier d'interaction avec l'ensemble de nos concitoyens sur le territoire. C'est ça la vocation. Ça marche. Merci. Pour vous, Anthony Leroy, alors GRDF également, il y a une proximité inhérente au métier, j'ai envie de dire. Comment vous sentez ces mots de développement, d'inclusion, de proximité et, bien sûr, comment elle se traduit dans la stratégie de mécénat? Oui, bien sûr. En effet, on a des similitudes avec le groupe SNCF. Nous, le maillage de proximité de GRDF fait de nous un acteur essentiel de la transition énergétique sur les territoires. Et aujourd'hui, on a une politique de partenariat qui est d'ores et déjà engagée, qui permet justement de contribuer au développement des territoires en favorisant l'insertion des personnes qui sont en précarité économique et sociale. C'est le cas aujourd'hui avec des partenariats comme la Banque alimentaire et également la Fondation Agir contre l'exclusion. Donc ça, c'est la partie partenariat. Et on essaye d'aller plus loin, en fait, à travers sa fondation qui a été créée en janvier 2020. En fait, GRDF veut progresser, continuer et accélérer en fait l'inclusion sociale
et le développement dans les territoires en inscrivant son action au service de l'intérêt général. C'est un peu ça le principe. Donc en fait, notre stratégie de mécénat, elle cherche à favoriser l'émergence de projets locaux qu'il est indispensable de soutenir à l'heure actuelle dans la crise que nous traversons tous. Et est-ce que quelque part, pour vous deux, ces similitudes dont vous parliez, cette proximité de valeur, cet ancrage terrain, fait qu'aujourd'hui, ça peut expliquer le projet que vous menez ensemble autour de Mécènes pour la musique? Est-ce que c'est ça, effectivement, ces lignes éditoriales proches qui font que vous avez décidé de vous associer, Olivier? Alors, je pense qu'on l'était avant, ouais. mais que ça s'inscrit aujourd'hui dans ce qu'on vit, dans la crise qu'on vit. On l'a vu, je pense, pour faire le lien avec les difficultés sur les librairies. Enfin, la culture, c'est clé. C'est-à-dire que, je dirais, presque plus nous sommes en crise, plus il faut mettre la valeur culturelle au premier plan. Je pense que notre civilisation, quelque part, elle tient beaucoup à cette capacité, en crise, pour des groupes comme les nôtres, à être présent, je vais le dire comme ça, sur le rebond. Et la musique, enfin, la vie sans la musique, c'est juste pas pensable, et a fortiori, dans une période comme celle qu'on vit, et ça sera plus facile d'en sortir. Et on y était avant, je le dis quand même, mais on y sera pendant, et on y sera après. C'est une valeur en tant que telle. Je dirais, il n'y a pas que le business, il n'y a pas que le commerce, il y a cette dimension-là qui est absolument clé. Nous sommes des entreprises... Donc on a des comptes de résultats, mais cette dimension est largement insuffisante. Et vraiment, j'insiste sur le fait que dans la crise qu'on vit, nos entreprises, elles ont cette valeur, allez, je vais dire, un peu différenciante peut-être du reste du monde. Quand bien même vous seriez impacté, vous aussi, par cette crise, vous avez encore la capacité aussi à faire preuve de cette solidarité sur le terrain. Complètement. Et vous, Anthony? Pour compléter les propos de M. Juban, donc nous aussi, on est dans une logique de partenariat et de coopération et d'alliance, justement, pour unir nos forces et justement relever les défis de demain. D'où le rapprochement avec le groupe SNCF pour ce mécénat. C'est un peu comme le dit l'adage, tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment ça. Ce mécénat, vraiment, le fait de le faire ensemble, c'était une volonté d'aller plus loin, de pouvoir avoir plus de moyens, d'aller soutenir plus de projets. C'était vraiment l'objectif. Il y a quelque chose un mot qu'on n'a pas dit, mais nous sommes des entreprises publiques. Oui. Voilà, donc on a une vocation, je pense, spécifique de par, j'allais dire, nos actionnariats, et on ne s'adresse pas que à nos... Bien sûr, on s'adresse à nos clients, on ne va pas les oublier, mais cette dimension publique, elle transcende quelque part les dimensions, j'allais dire, donc, comme je disais tout à l'heure, du compte de résultat ou juste de la finalité, entre guillemets, financière. Je ne dis pas qu'on n'est pas attendu de temps en temps, et la crise, elle nous touche aussi sur nos comptes. Mais cette dimension d'entreprise publique qui a une valeur différente sur le territoire, en fait, nous sommes aussi des concitoyens, enfin, nos salariés, on a plusieurs milliers de salariés, on est presque 6 000 sur le territoire, on est aussi des acteurs engagés, je veux dire presque à titre individuel, mais avec un ADN spécifique lié à notre appartenance à un groupe public. Je pense que ça compte beaucoup dans la philosophie qui est la nôtre et l'animation qu'on en fait. Bien. Je me tourne vers vous, Julien Dereau. Mécènes pour la musique a vraiment pour objectif de rassembler des entreprises qui souhaitent s'investir finalement dans le développement créatif de la région des Pays de la Loire, qui souhaitent soutenir des actions autour de la musique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment finalement ce dispositif s'est créé, quelle a été sa genèse ? Alors Mécènes pour la musique, c'est une initiative qui vient du pôle de coopération pour les musiques actuelles. En fait, c'est un réseau sur l'ensemble de la région des Pays de la Loire qui fédère des structures musique actuelles, que ça aille de la salle de concert, du festival, au label, aux producteurs, l'école de musique, les médias, l'ensemble de ce qui crée la filière musicale. Et donc c'est un réseau de compétences, d'échanges, de partage, de rencontres. Et à force de travailler sur le thème du financement privé et du mécénat, on a vraiment constaté et échangé ensemble sur le fait que ce qui était très visible et ce qui avait des grosses capacités d'action, les festivals, avaient cette capacité de capter du mécénat pour pouvoir enclencher des choses et progresser. Les structures qui avaient beaucoup de salariés avaient la capacité d'aller chercher aussi du mécénat pour pouvoir se développer. Et une majorité d'acteurs, qui sont des toutes petites structures isolées, n'ont pas les moyens humains pour aller capter ce mécénat. Donc en fait, l'ensemble du réseau a constitué un fonds de dotation qui est administré donc, par des acteurs de la musique. Aujourd'hui, on a le Hellfest qui est au CA, on a Poupée, on a les Escales, donc des gens qui sont capables d'aller chercher du mécénat pour eux. Mais là, ils font cette démarche pour aller chercher du mécénat sur des acteurs qui sont éloignés du mécénat. L'enjeu, en fait, vraiment, maintenant, c'est d'aller fédérer des entreprises pour pouvoir construire ça. 2014, on a lancé cet outil de Mécènes pour la musique.
La SNCF est tout de suite rentrée dans l'espace parce qu'il fallait quand même construire. C'est pas évident de construire un fonds de dotation. La SNCF nous a accompagnés dans cette démarche pour construire des appels à projets, pour identifier des appels à projets qui fonctionnent sur le terrain. Le Crédit Mutuel est rentré aussi dans cet espace-là pour pouvoir être un acteur un peu plus fort sur la création musicale. Et aujourd'hui, la Fondation GRDF est également rentrée aux côtés de la SNCF sur cette ligne éditoriale qui est conjointe pour pouvoir en fait amplifier l'action. Puisque quand on est seul, c'est ce que vous disiez, on va plus vite, mais ensemble on va plus loin et surtout on peut être plus souvent présent sur le territoire et aller plus au cœur des espaces. Alors concrètement, comment fonctionne Mécènes pour la musique et quel type de structures finalement peuvent être soutenues ? Alors Mécènes pour la musique, en gros, rassemble ces entreprises, rassemble le plus d'entreprises possible et on va lancer des appels à projets. On va lancer des appels à projets qui fonctionnent sur le territoire et qui correspondent aux lignes éditoriales des entreprises. Donc on a 3 grands axes pour le moment. C'est le soutien à la création musicale, donc que les artistes de nos territoires puissent créer des spectacles. On a le soutien à l'accès à la culture, à l'action culturelle, l'axe sur lequel GRDF et la SNCF se sont réunis pour permettre à des structures locales d'intégrer leur population et de créer de l'inclusion autour de la musique. Et le troisième, c'est sur l'innovation sociétale, où l'enjeu en fait est de créer et d'innover pour notamment créer des modes de gouvernance, des systèmes plus adaptés à l'écologie ou à l'avenir. Et le type de structures qui sont soutenues, c'est toutes les structures éligibles au mécénat qui ont un projet d'intérêt général lié à la musique. Donc ça va d'une compagnie... Alors on a identifié plus de 1500 structures sur le territoire des Pays de la Loire qui rentrent dans ce cadre-là. D'accord. Et le pôle de coopération pour les musiques actuelles apporte une expertise dans ce projet. Quelle est-elle ? Comment ça s'inscrit ? Voilà, en fait, du coup, la gouvernance donc, du fonds de dotation est partagée avec des professionnels de la musique, avec des personnes qualifiées sur la question du mécénat, le pôle mécénat, le cabinet FIDAL, le groupe Audencia, qui viennent, eux, apporter leur regard juridique, et les mécènes qui, forcément, apportent leur ligne éditoriale et leurs envies. Du coup, cet espace d'experts de la musique permettent à chacun d'identifier et de voir les leviers sur lesquels on va être le plus efficace possible, pour ne pas aller faire des one-shots et des coups isolés, mais plutôt de construire des choses cohérentes. Là, aujourd'hui, avec la crise, on a vraiment identifié que la problématique, c'est maintenir de l'activité, parce qu'on a besoin de maintenir de l'activité rien que pour l'équilibre psychologique des professionnels qui travaillent dans la musique, des artistes, mais aussi des publics. Il faut qu'il se passe des choses. Le deuxième axe, c'est de sauvegarder l'emploi, puisque c'est un savoir-faire, et qu'on le sait, si on perd de l'emploi, on perd du savoir-faire, et on ne réussira pas à redémarrer ensuite, et préparer la reprise, donc repréparer les spectacles, avoir des moyens pour que le jour où on a enfin le droit de réaccueillir du monde dans nos salles, dans nos bars, dans nos festivals et dans nos zéniths, il y ait quelque chose à présenter au public. Parce que sur le territoire Pays de la Loire, il y a eu un coup d'arrêt, comme au niveau national, du secteur musical. Vous pouvez nous en parler un petit peu ? Le coup d'arrêt, il est violent. Le coup d'arrêt, il est antérieur au premier confinement, puisque les premières restrictions sont tombées sur les grands rassemblements, donc sur les festivals, sur les zéniths, sur les discothèques. Ensuite, c'est arrivé sur les bars avec une annonce faite 1 heure avant la fermeture, donc avec des stocks, des réserves qui disparaissent. Et en fait, ça n'a jamais vraiment repris, parce que même s'il y a eu des activités, des initiatives, les grands rassemblements, l'équilibre économique de la filière n'existe plus. On parle toujours d'une filière qui est subventionnée, certes elle est subventionnée, mais les subventions sont largement inférieures aux ressources propres, de billetterie et ainsi de suite. Donc quand on retire toutes les ressources de billetterie d'une filière, c'est tout son équilibre économique qui part à volo, et puis aussi beaucoup de psychologie et de souffrance au travail suite. Ça fait, on est quand même parti pour souffler la bougie d'anniversaire de 1 an de fermeture. Et d'emploi, d'impact sur l'emploi et de visibilité qui reste, j'imagine, un peu difficile. Et surtout sur des projets de territoire qui sont destinés à des populations.
quand on est sur un projet d'action culturelle, pour réussir à permettre à des jeunes de rentrer dans une démarche, ou à des personnes isolées de re-rentrer dans une démarche collective, sociale, pour repartir ensuite vers un projet professionnel, mais en fait, quand on est obligé de rentrer, parce que c'est fini, on n'a plus le droit de faire, il y a un sentiment d'abandon en fait, d'un public. Donc c'est important de réussir à continuer à créer du lien et à maintenir un minimum d'activité. Oui, parce qu'on parlait de ces notions d'inclusion, d'accès à la culture, à la musique. Enfin, c'est important pour les structures musicales, c'est important aussi pour le grand public, évidemment, pour tous les publics, finalement. Et ce projet Mécène pour la musique permet de donner du souffle, de donner une dynamique, donner de la visibilité. Concrètement, est-ce qu'on peut rentrer un peu dans sa réalité? Comment se traduit votre engagement collectif? Est-ce que vous pouvez, alors peut-être Julien, vous nous donner quelques exemples de projets qui ont été soutenus ou qui vont l'être grâce à ce projet? En octobre dernier, on a eu notre premier comité d'attribution à la fois GRDF et SNCF, où il y avait donc autour de la table des salariés de la SNCF et des salariés de GRDF et des représentations de la fondation de GRDF pour choisir des projets. Ils étaient vraiment sur cette notion d'inclusion. Et voilà, pour vous donner un exemple, il y a un spectacle pour sourds, entendants, aveugles et voyants qui est en cours de création grâce au soutien et au choix. Il y a un projet d'emmener des jeunes d'Edervallière, créer un spectacle pour monter sur les planches de l'Opéra de Nantes. Il y a un projet d'intégration de personnes isolées et migrantes d'Angers autour d'ateliers musicaux. Ou encore, voilà, il y a énormément de projets, 4 projets qui ont été sélectionnés. Et on le voit aussi, en 2018, on avait soutenu un projet d'action culturelle sur un festival avec la SNCF. Semblant de rien, le festival n'a rien pu faire cette année, tout est fermé, mais ce projet qui était soutenu, grâce à votre soutien, a trouvé de nouveaux partenaires, et c'est la seule chose qui s'est déroulée en 2020. Et c'est la seule chose qui se sera déroulée pour ce festival en 2020. C'est la seule action qu'ils ont pu, qu'ils aient pu mener dans l'année. Qui n'a pas été annulée par les contraintes sanitaires. Et semblant de rien, c'est des populations qui ont eu accès à des temps de vie communs, à créer de la culture commune. Vous mentionniez l'implication des salariés. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Comment vos salariés, comment vous partagez en fait cette action avec vos équipes? Anthony? Nous, on diffuse l'information en effet à tous nos salariés GRDF de la région. En effet, on n'a pas le monopole du bon goût, et donc on essaye de diffuser l'information et les différents projets pour qu'ils puissent eux-mêmes voter et faire sortir différents projets qui reflètent un peu tout le panorama global des possibilités. C'est ouvert à l'ensemble des salariés? Comment ça se passe concrètement? L'ensemble des salariés ils votent, ils regardent les projets? Via une plateforme, ils peuvent avoir accès à l'ensemble des projets et auxquels ils sont soumis. Et comme le disait Julien, donc, le premier comité d'attribution en octobre a eu lieu, et donc 4 projets ont été soutenus. Le prochain comité d'attribution a lieu le 9 décembre. Et donc là, pareil, il y a un listing de projets. Et il y aura une session de vote pour récompenser ou pour financer certains des projets. Donc des petites enveloppes budgétaires à chaque fois, mais qui aident grandement les différents projets. D'accord, on va parler un peu justement de cette méthode d'attribution. Et vous, les salariés, ils sont impliqués à quel... On n'a aucun problème pour trouver des salariés volontaires, parce que je pense que dans la culture de l'entreprise, le bénévolat, on fait beaucoup de mécénat de compétences, j'en reparlerai si vous voulez un petit peu, mais aujourd'hui, ce n'est pas du tout un sujet en fait. Alors, en plus, on a tous les canaux maintenant numériques pour faire circuler l'information, donc je dirais presque quelquefois, il faut presque la réguler dans l'autre sens. Mais donc on a aujourd'hui, je pense que c'est d'ailleurs inscrit dans nos gènes, des salariés volontaire quelque part. Voilà, donc on n'a même pas besoin finalement de pousser, ça se produit assez bien. Nous sommes organisés quand même pour ça, c'est-à-dire que les interfaces sont connues, on a des outils pour, des personnes aussi qui sont très investies, qui font connaître. Je pense que ça repose aussi beaucoup sur souvent un noyau dur de gens très impliqués, et donc ça se relaie assez facilement, mais sur une culture qui est déjà bien existante en fait. Très bien. Est-ce qu'on peut rentrer quelque part dans le détail concret? Ça se passe comment, cet appel à projet? Comment se passe sa mise en place? Vous avez mentionné le comité d'attribution. Voilà, comment ça se déroule?
Alors la première étape, ça a été de l'écrire ensemble, puisque les volontés, la façon, les objectifs sont différents d'une entreprise à une autre, et quand on travaille ensemble, il faut bien se raccorder sur pourquoi et quel est le message et qui on veut aller soutenir. Donc il y a eu tout ce temps d'écriture, tout ce temps de calage pour mettre en place des fréquences, pour choisir des enveloppes et des dotations qui paraissaient cohérentes aussi. Une fois que l'appel à projet a été écrit, très simplement, il est envoyé à toutes les structures musique actuelles du territoire qui sont identifiées. Le pôle et Mécènes pour la musique ont des bases de données très très importantes en fait, ce qui nous permet de passer le message. Tout le monde candidate, et c'est aussi tout l'enjeu aussi de ce type d'appel à projet, c'est d'aller vite. Et c'est des dossiers très simples à remplir. C'est là l'enjeu aussi d'un fonds de dotation comme Mécènes pour la musique, c'est que comme on connaît les acteurs, on connaît ces structures, on travaille au quotidien avec elles, on peut arriver avec un dossier où ils mettent une demi-heure grand max à candidater. Ils ont le droit de candidater jusqu'au dimanche soir. Le lundi matin, on envoie les dossiers à tous les participants du comité d'attribution. Le comité d'attribution, c'est le mercredi. Le jeudi, c'est validé de façon technique avec le CA et les capacités fiscales et juridiques de nos membres. Le vendredi, donc 7 jours plus tard, les structures savent si elles ont gagné de l'argent. Quand on touche 3 000 €, c'est qu'on n'a pas une grosse trésorerie. Quand on a besoin de 3 000 € pour faire un projet, c'est pas qu'on se dit pas je vais attendre 6 mois, dans 6 mois il y a un appel à projet, je vais répondre à ce moment-là. Non, là c'est vraiment quelque chose qui doit arriver vite. Donc en une semaine, quelqu'un qui a besoin de 3 000 €, il peut les avoir, il peut enclencher son projet. C'était une volonté au départ de pouvoir aller vite, justement, d'apporter du soutien rapidement à ces structures et de façon relativement légère, parce que c'est vrai que c'est une structure, un projet, un appel à projet, on voit un peu le dossier comme ça, avec quelque chose d'assez formel. Là, il y avait la volonté aussi d'alléger, de simplifier, d'aller plus vite. Oui, c'est exactement ce qu'a dit Julien. La stratégie, c'était celle-ci. Et encore une fois, le fait de la jouer collectif, ça permet d'augmenter l'enveloppe financière globale et ça permet aussi d'augmenter la fréquence des comités d'attribution. Donc faire bénéficier un maximum de projets au fil de l'eau. Oui, je crois qu'on le doit à ceux qu'attendent. Enfin, on ne peut pas imaginer qu'on soit en train de passer des semaines et des semaines avant de répondre. Donc l'attente, elle est forte. Les projets, ils sont construits. Je dirais que les contreparties, elles sont dans les starting blocks. Donc les faire patienter, c'est juste pas une idée possible. Et donc le processus a été construit pour pouvoir justement répondre vite et enclencher derrière. Parce que après, il faut passer à la phase de production, si j'ose dire. Et le spectacle doit vivre, en fait. Ouais. Alors avant justement de passer à cette phase-là, le comité d'attribution, vous le mentionniez, ça marche comment ? Il y a qui ? Vous êtes ensemble ? Comment ? Alors le comité d'attribution, on va prendre l'exemple de celui d'octobre dernier, on est une quinzaine autour de la table, donc une représentation égale en fait de chaque espace, donc des structures mécènes et de mécènes pour la musique. En gros, ça faisait 5 personnes de la Fondation GRDF et des salariés GRDF, 5 personnes de la SNCF et 5 personnes de mécènes pour la musique. L'idée, c'est en 3 heures, on traverse tous les dossiers, on présente les projets, on a les experts musique actuels qui viennent dire telle structure, elle va travailler, elle peut aller plus finement pour expliquer ce qui s'y passe. Et surtout, en fait, il y a des salariés de ces structures qui donnent leur avis. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Personne n'a le monopole du bon goût. Et donc, ils peuvent venir dire moi, je viendrais plutôt soutenir tel projet parce que ça, c'est important. Le 4e projet, par exemple, que j'ai oublié de nommer tout à l'heure, c'était un projet dans les collèges de Sarthe et qui va défendre et expliquer à des collégiens toute l'histoire de la population noire au travers de leur musique, des champs de coton jusqu'à Black Lives Matter. Voilà, enfin. Pour vous donner une idée, il y avait plus d'une vingtaine de projets qui avaient candidaté, 4 sélectionnés. Ce choix-là, il est aussi par rapport à l'affection de se dire c'est important d'aller parler de ces populations-là dans des territoires où on pense qu'en Sarthe, il n'y a que des territoires ruraux, et ce n'est pas vrai. C'est éparpillé dans ce territoire, il y a des villes qui ne sont pas que rurales et qui sont aussi dans l'attente. Et c'est vraiment les salariés qui ont porté cette voie-là. Et c'est ça qui est intéressant. Alors vous mentionnez une vingtaine de projets au départ, 4
sélectionnés. 4 sélectionnés. Et après, qu'est-ce qui se passe pour ces sélectionnés? Quand c'est sélectionné, alors du coup, il y a une vingtaine de projets au départ. Tout le monde a voté. On va revivre ça prochainement. Tout le monde vote, tout le monde attribue des points aux différents projets, ce qui nous permet de faire ressortir les projets qui sont les plus en lien avec les attentes du comité d'attribution. Et après, il n'y a plus que les entreprises mécènes. À ce moment-là, les experts musique actuels sortent de l'espace. Il n'y a plus que les entreprises mécènes qui définissent, ce sera un tel, et sur tel montant, voilà. D'accord. C'est-à-dire que vous répartissez les projets que vous soutenez. C'est ça. Parce que et dès le départ, vous dites ça, ce projet-là, nous, et les salariés ont probablement... Il répond à nos valeurs. Faut être clair. Les choix sont pas, c'est pas la roulette russe. C'est parce qu'on a analysé, effectivement, les projets sont porteurs de sens. Et ils répondent très vite ou pas, d'ailleurs, à nos valeurs. Quand ils y répondent, c'est toujours déchirant. Par définition, ce sont des choix, parce que les dossiers sont globalement plutôt très bons. Et donc, renoncer, c'est choisir. Ou choisir, c'est renoncer. Bon, c'est d'un bon niveau, mais on a cette attention particulière à ce que ça réponde aux attentes. Et Julien, il parle des collégiens. Je pense qu'on a vraiment un sujet sur les jeunes, et je pense que ça va être encore presque plus vrai demain en sortie de crise, parce que je pense que la génération qui souffre presque le plus de cette difficulté qu'on a à être isolé, finalement, c'est les jeunes. Et je pense que dans ce qu'on vivra dans les mois qui viennent, il faudra être très attentif. C'était déjà un peu dans notre attention avant, mais je pense que c'est encore plus vrai aujourd'hui. Mais ce sont toujours des choix déchirants, ça c'est clair. D'accord. Tous ces projets qui créent du lien, qui font de la cohésion et qui font de l'insertion, c'est vrai que c'est ceux-là qu'on valorise au maximum. Mais en effet, il faut faire le choix. Donc si on avait un conseil à donner peut-être aux structures, aux acteurs du monde musical qui nous regardent aujourd'hui et qui auraient envie, et qui se disent tiens, la prochaine, j'aimerais bien, je retiens les notions de sens, de collectif, d'inclusion. Est-ce qu'il y a des éléments auxquels il faut être attentif particulièrement? L'inclusion. Sur cet espace-là, c'est une valeur qui est souvent nommée, c'est cette notion d'inclure une population dans un projet et lui permettre de voir une sortie qui lui permette de progresser, soit une sortie professionnelle, soit une sortie associative. Mais voilà, créer un mouvement d'inclusion envers une population et surtout d'être simple et concis. L'enjeu, c'est pas d'en faire des tonnes. En général, d'ailleurs, plus il y en a, plus c'est compliqué à comprendre, et donc en fait, plus c'est compliqué à défendre et à se saisir. Donc voilà, quand on met beaucoup plus d'une demi-heure à remplir un dossier, c'est qu'en général, on n'est pas dans ces cases-là. Les projets, pardon. Et ensuite de répondre dans le timing, c'est-à-dire que rien ne sert de présenter un dossier qui va aboutir dans 1 an ou 2 ans, puisque l'enjeu c'est d'aller vite. Donc c'est des choses qui vont se faire là, maintenant, c'est tout de suite. Alors justement, ces projets qui ont été sélectionnés, là vous en êtes où? Vous les avez approchés, on en est où dans la transformation, justement, dans la conduite du... Alors du coup, ils ont eu leur argent quasiment dans la foulée en octobre, et ils sont tous dans la mise en place du projet. Alors malheureusement, on vient de vivre un deuxième confinement. Il faut être agile. Après le comité d'attribution. Donc l'enjeu, on voulait créer un temps de rencontre avec les structures mécènes et les lauréats. On va attendre un petit peu. Voilà, il va falloir patienter et je suis sûr que très prochainement, nous y aurons droit. Ouais. Et le calendrier idéal, c'est difficile de parler de calendrier en ce moment, mais l'idée c'est d'avoir un déploiement de ces actions dans les mois qui viennent, en 2021. Toutes les actions choisies se déploient tout de suite. Le spectacle pour les sourds, ainsi de suite, il est déjà dans un processus de développement. Les collégiens, il y a des ateliers qui ont lieu, puisque aujourd'hui, les seules opérations que les structures musique actuelles ont le droit de faire, comme on ne peut pas recevoir dans nos salles, c'est d'aller dans les établissements. Donc ça, c'est déjà en cours. Les projets sont lancés, vont se faire avec les contraintes qui existent, mais vont se faire. Donc c'est là, c'est en cours. Après, forcément, c'est plus les échanges entre nous, en fait, parce que c'est vrai que c'est important quand on vient soutenir un projet de rencontrer le lauréat, de les voir en place. Voilà, on ne va pas venir à 40 dans les collèges de Sarthe pour voir le déroulé du projet, et que l'essentiel, c'est quand même que les projets se fassent. Donc, ce lien est un peu rompu en ce moment, comme on le voit aujourd'hui. Voilà, dernier Social Change, il y avait du monde en face de nous. Dernier événement, il y avait du monde, on n'avait pas de masque. Il va falloir
savoir faire preuve de patience pour Absolument. recréer du lien. Et donc les prochaines étapes, il y a un prochain comité d'attribution. Alors il y en a un qui est en cours, Ouais. Il y en a un le 9 décembre. le 9 9 décembre. Tout à fait. Donc, Voilà, donc aujourd'hui, c'était hier. c'était hier et aujourd'hui, c'est au conseil d'administration de Mécènes pour la musique de tout valider. Dès demain, les lauréats seront au courant. Et en fait, là, il y a un énorme enjeu parce que, ce que vous avez dit, la situation est plus que compliquée pour l'ensemble de la filière musicale, mais l'ensemble du secteur associatif et des mondes économiques. Et surtout, c'est l'isolement qu'on subit tous avec ces confinements. Et il va vraiment falloir qu'on sache recréer une culture commune, recréer du lien et réussir à recréer ces temps-là et de réinclure le plus de population possible. Donc, à la fois, les acteurs musicaux vont devoir montrer un peu aussi patte blanche, montrer que ils sont essentiels, malgré ce qu'on leur dit depuis le 29 février dernier. C'est un espace essentiel à la société. Il va falloir qu'on réussisse à l'expliquer, qu'il va falloir réussir à réimpliquer les entreprises, à être solidaires tous ensemble, et puis à la jouer collectif. Enfin, du coup, On sent le message. je sais pas. Voilà. Et cette aventure collective, finalement, entre plusieurs entreprises, vous la vivez comment, en ce moment particulièrement? Nous, ça fait peu de temps qu'on a rejoint l'aventure. Après, on est fiers de participer à cette dynamique, nous, chez GRDF. La fondation GRDF, en fait, tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est vraiment les valeurs qui sont les nôtres. Donc, on est très fiers d'être avec tout ce groupe pour continuer. Et on espère qu'en effet, les prochaines semaines, les prochains mois seront plus prometteurs pour justement créer du lien, faire de la cohésion et relancer la machine qui est nécessaire pour tout le monde. Oui, puis je crois qu'il ne faut pas sombrer dans le noir total. C'est-à-dire qu'on vit une période très difficile, ça ne change pas notre philosophie de base. C'est-à-dire qu'on traverse ensemble cette période difficile, mais on rebondira. Alors, il y aura peut-être des sujets d'arbitrage, comme dans toutes les entreprises, sur les aspects économiques, mais je dirais les enveloppes qu'on attribue en général sur la fondation, enfin, tout ce qu'on peut faire vis-à-vis de l'extérieur, on ne va pas le remettre en cause fondamentalement. On va traverser une période difficile, on la traverse ensemble, mais on ne remettra pas en cause fondamentalement ce qu'on a dit depuis le début d'ailleurs, qui est notre ADN de base. Voilà. Après, on gère, comme toute organisation, ce qui se passe en termes de timing. On aimerait tous être capables d'avoir une date précise en tête. D'ailleurs, c'est plus facile à vivre aujourd'hui si on savait quand ça s'arrête. Voilà, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'il y aura une vague 3 ou pas une vague 3. Donc pour l'instant, on n'en sait rien. On prépare les choses en fait en logique de rebond et on ne change pas notre stratégie de mécénat à la SNCF. Je le dis parce que ça mérite d'être clair. Il y aura peut-être des arbitrages un petit peu compliqués de par le temps et puis de par la capacité à les mettre en œuvre, mais sur le fond, franchement, on reste dans la même philosophie. Bon, c'est important de le dire parce que, voilà, même si c'est compliqué économiquement, ces valeurs-là, je dirais, elles transcendent l'économie quelque part. Elles doivent transcender l'économie. De la même façon, dans la Fondation GRDF, on a aussi notre feuille de route pour 2021 et pour les prochaines années où on aura ces actions. Et c'est intéressant parce que vous êtes effectivement des entreprises publiques, vous êtes des entreprises aussi importantes en termes de nombre de collaborateurs, en termes d'investissement. Justement, vous sentez que vous avez aussi une responsabilité dans cette période de garder la ligne, quelque part, ce que vous nous disiez, Olivier, de continuer à vous investir dans ces sujets. Je vais vous dire, on a fait, je pense que dans toutes les grandes entreprises, on fait des baromètres de satisfaction de nos salariés. Et c'est très impressionnant de voir que cette année, qui est une année très particulière, comment la fierté grimpe, en fait. On n'a sans doute jamais eu, depuis très longtemps, et ce que l'on fait là aujourd'hui, c'est pris en compte par les salariés dans la perception qu'ils ont de la fierté d'être dans une entreprise qui, dans la difficulté, dans la tempête, reste sur ces items-là. Voilà. Et franchement, nous, on vient d'avoir les résultats, c'est tout frais, de l'étude qui a été faite au mois d'octobre-novembre. Hein, donc c'était franchement au moment du reconfinement, en fait, en plus. Et ben, ça traduit quand même une fierté d'appartenance à une entreprise qui ne se comporte pas complètement comme les autres, en fait, et qui est capable justement de transcender ces dimensions de crise. Et donc ça, on a besoin de le cultiver. Alors, je vais dire assez égoïstement, parce que en termes de management de nos équipes qui souffrent aussi, et bien ça leur envoie une image très positive d'une entreprise à laquelle ils sont fiers d'appartenir, parce que justement, elle ne fait pas tout à fait comme les autres. Et ce qu'on fait là aujourd'hui, ça y participe évidemment. Tout à fait.
Ça fait quelque part, vos valeurs, à l'un et à l'autre, de vos entreprises sont éprouvées par ce contexte. Et les valeurs, c'est bien quand c'est affiché, mais c'est bien aussi quand on les voit à l'œuvre, même dans des situations difficiles. On a des outils de communication interne qui ne sont pas si mal faits. Quand on voit sur des opérations comme les nôtres le petit logo SNCF, je peux vous dire que ça rend fiers les gens de la SNCF, comme sans doute ça rend fiers les salariés de GRDF. Et donc le sentiment de participer à une cause noble, parce que c'est une cause très noble, culturelle, très honnêtement, ça nous permet d'avoir une autre valeur affichée vis-à-vis de nos salariés. Et dans un monde où c'est compliqué pour eux aussi, franchement, c'est plutôt du baume au cœur et c'est quelque chose de positif. On a besoin, franchement, de positif par les temps qui courent et on le ressent. Franchement, dans les études qu'on a pu faire, ça a été très agréable d'ailleurs. Dans ce sens-là, c'est une bonne nouvelle de voir nos salariés s'exprimer très positivement sur cette participation-là. Peut-être pour conclure, quel a été de son côté l'accueil en fait des structures musicales, culturelles, des acteurs sur ce C'est l'une des rares bonnes nouvelles qu'on a pu donner à nombre de structures depuis mars dernier. Et même, pour vous donner une idée, cette année, Mécène pour la musique va distribuer en tout un peu plus de 100 000 € sur l'ensemble des structures musiques actuelles du territoire. Avec 100 000 €, c'est ce qu'on disait, on n'a pas soutenu tout le monde. Même ceux qui n'ont pas été soutenus, aujourd'hui, quand on les a au téléphone, ils sont contents de la démarche, parce qu'ils savent que forcément, c'est sélectif, qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais qu'il vaut mieux donner des enveloppes qui permettent de faire des choses plutôt que de tout émietter. Et elles se rejoignent sur les choix en disant, voilà, vous avez choisi des choses qui marchent, et sur ces alignements où vous avez eu du sens. Et en fait, voilà, quoi qu'il arrive, c'est positif. Alors forcément, il y a des moments où on n'est pas toujours heureux de ne pas avoir être lauréat. Mais quoi qu'il arrive, c'est important aussi sur un secteur de renvoyer du positif. Très bien. Donc c'est une action collective positive qui fait du bien en ce moment. On a besoin de se faire un peu de bien. Merci à vous. Merci Olivier, merci Anthony, merci Julien. Et bonne journée Social Change à tous. Merci. Merci.